Le 26, nous avons la campagne numérique qui se fera à travers le monde et au Congo, également avec la société civile congolaise le 26. Mais à travers le monde, nous avons la journée du 28 qui va marquer un sitting au niveau international parce que nous avons bon nombre des forces vives de cette nation qui sont dissipées à travers le monde. Et donc, ceux-là vont s'organiser dans les pays dans lesquels ils se trouvent pour marquer leur empreinte par rapport à cette journée. Mais je pense que cette campagne ne va pas seulement s'arrêter au niveau du 28. Mais cette campagne, l'objectif, c'est de traquer tous ceux qui ont été, je dirais, complices, les tortionnaires des Congolais. Voilà, c'est ça l'objectif. Et aussi, ce système qui vit des tortures, de la répression, et faire en sorte que ce système n'ait plus la même mise sur les Congolais. C'est ça l'objectif. Notre objectif, c'est de le ramener dans les hautes juridictions, peu importe l'endroit où nous allons retrouver les tortionnaires, que ce soit au Sénégal, au Mali, je dirais aux États-Unis, en France, partout, parce qu'on sait que ces tortionnaires, nombreux sont des généraux, certains ce sont des colonels, d'autres des ministres, d'autres des présidents de la République. Donc nous allons les traquer. Ici, l'objectif, c'est de traquer les tortionnaires. Bon, jusque-là, en fait, et c'est ce que je vais peut-être rappeler à nos téléspectateurs, il y a des choses qui n'avaient pas été dites pour des raisons de sécurité. Et je rappelle ici que lorsqu'on est allé le jeter dans Madoukou Tekele, il lui avait été dit de quitter le pays sous week-end au risque d'être achevé. Voilà la menace qui pesait encore sur lui. Et je vais aussi vous rappeler que le jour où on le libère, 2 jours seulement, on est allé encore le chercher chez lui où il était pour l'achever. Heureusement qu'il avait l'information qu'il avait quitté les lieux. Depuis là, il est entré, voilà, il vit en reclus. Et les gens ont commencé à chercher des informations. Parce que j'ai reçu, je le dis pourquoi, parce que j'ai reçu des coups de fil, des gens qui me disent, mais oui, cette affaire-là, oui, bon, vous commencez encore à en reparler parce que, soi-disant qu'il y a une campagne de diabolisation. Je dis oui, il y a une campagne de diabolisation. Nous avons suivi ça sur certains médias qu'on ne veut pas citer ici, parce qu'on ne veut pas créer la polémique. Mais il y a une campagne de diabolisation contre la Simwiti. Et le jeune me dit, mais oui, mais si on n'a pas assez d'informations, comment voulez-vous que les gens puissent être convaincus de cette affaire? Je lui ai dit, celui qui n'a pas d'informations n'a pas le droit de parler. C'est le principe. Et c'est comme ça que ça fonctionne. Qui ne connaît pas ne dit rien. Et ce n'est pas parce qu'on ne connaît pas qu'on n'a pas des informations qu'on se permet donc, voilà, de raconter ce qu'on veut. Ça aussi, je crois que les Congolais, il faut qu'on se comprenne. Il faut qu'on soit sérieux. Et puis les images sur les dents arrachées, on court un risque d'être censuré. On ne va pas prendre quand même tout ça. Mais de toute façon, il y a un procès, il y a une plainte qui sera déposée au niveau international. Et ces éléments-là seront évidemment mis dans le dossier de la plainte. Pour ceux qui voudront suivre cette affaire, ils pourront continuer. Bon, pour ceux qui pensent également que c'est une mise en scène, alors voilà quelques images. Et vous nous direz à la fin si quelqu'un peut accepter une mise en scène au point de s'exposer à ce que vous allez voir. Suivez, âme sensible, s'abstenir s'il vous plaît. Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue dans ce numéro Droit de savoir qui porte sur la journée internationale pour le soutien aux victimes de la torture. Avec moi sur ce plateau, Chris Belvi, Guy, militant des droits humains, membre du mouvement Ras-le-Bol, résident en France. Bonjour, Chris. Bonjour, Christian Perrin, et merci pour cette occasion.
Merci. Merci donc de nous rejoindre sur R7. On rappelle à nos téléspectateurs, la Journée internationale pour le soutien aux victimes de la torture célébrée le 26 juin de chaque année a été créée par l'Assemblée générale des Nations unies pour manifester une solidarité envers ceux dont le mental, le corps ou l'esprit a été atteint par la torture. J'ai bien envie de dire que finalement, toutes les familles congolaises, ou presque, ont déjà subi des tortures de la part du régime criminel de Denis Sassou Nguesso. Après, vous vous poserez la question, mais comment est-ce possible? Et bien entendu, vous savez qu'au Congo-Brazzaville, depuis fort longtemps, depuis que Sassou Nguesso est au pouvoir, les Congolais sont victimes des violences inouïes, des génocides. On rappelle les Congono, génocide dans le Pou, les massacres du Beach. Vous avez également le coup d'État militaire du 5 juin 1997, un coup d'État très meurtrier, mais aussi les victimes du 15 octobre 2015. Bref, on peut continuer à citer, c'est toute une litanie et on va rester ici toute la journée. Les crimes, il y en a eu au Congo-Brazzaville, mais ce n'est pas fini. Et donc, je disais, toutes les familles congolaises ont déjà subi des tortures et d'aucunes portent encore des traumatismes. Alors, Chris Dongui, venons-en à circonscrire d'abord les cas de torture au Congo-Brazzaville. Quelle est la situation actuelle? Comment elle se Euh, présente au Congo-Brazzaville, notamment des tortures, bien sûr. Et je rappelle que le Congo avait ratifié la Convention sur l'abolition des tortures et des traitements dégradants. bon, ben, la situation, elle est chaotique, où je ne cesse de le dire que l'humanité a quitté la République du Congo depuis le retour de M. Denis Sassou Nguesso par un coup d'État sanglant de 97. Donc, tous nous avons des séquelles pour ceux qui ont vu des êtres chers partir devant eux. Et donc, depuis ce retour, je dirais, par la terreur et le crime en République du Congo, la situation ne fait qu'aller de mal en pis. Et donc, et en tant qu'acteurs des droits humains, nous avons tous les jours, je dis bien tous les jours, des personnes qui nous appellent pour nous parler des cas de torture. Et ici, il faut, comme tu as su le dire dès le début, notamment l'entame de l'émission, que les tortures, c'est pas seulement des traitements cruels que on administre à une personne, je dirais, une douleur aiguë, mais aussi mentale. Et toute forme de pression, je dirais, toute forme de pression que les citoyens subissent ou qu'un humain subit. Et donc aujourd'hui, dans ce pays, c'est la pression, comme on sait bien le dire, la répression. Une vidéo d'une extrême violence devenue virale en République du Congo. Sur ces images filmées à Brazzaville, un jeune homme menotté est extirpé d'un véhicule de la brigade spéciale d'intervention rapide, puis interrogé par des agents. Avant d'être agressé par deux d'entre eux. Menacé de mort, forcé à s'agenouiller, giflé, frappé, des images qui ont choqué des milliers d'internautes. Et sans compter les disparitions forcées, parce que quand on parle des disparitions forcées, ça aussi, c'est pris en compte dans le cas de la torture. Parce que ces gens, avant de disparaître, ils sont d'abord torturés et ensuite on ne retrouve plus jamais des corps. Voilà un peu ce qu'il en est de la Merci situation. Chris Belvi. Donc on va y revenir tout à l'heure, mais avec des précisions. Je rappelle simplement que le 26 juin 2024, donc il y a de cela un an, l'Organisation de défense des droits humains, c'est ça, dénommée Centre d'action pour
Le développement, le CAD de Trésor Nzila, bien entendu, déplorait dans un rapport l'augmentation des cas de torture dans le pays, donc au Congo-Brazzaville, le nombre de tortures qui était passé de 13 durant le premier semestre 2023 à 122 pendant la même période en 2024. Et tout à l'heure, vous avez dit que la situation est chaotique. On va revenir sur un certain nombre des cas spécifiques, si vous en connaissez bien sûr, parce qu'il est toujours bien de donner quelques illustrations pour que nos téléspectateurs comprennent comment est-ce que finalement la torture est systématique au Congo-Brazzaville. Est-ce qu'on peut nous citer quelques cas? Ben, bien évidemment, si je peux repartir en arrière sur le rapport la gouvernance sur la terreur et le mépris total des droits humains en République du Congo, publié par l'OCDH en 2016, vous allez constater que nous avons énormément de cas qui ont été énumérés dans ce rapport. Nous avons le cas tel que du cadet de d'un ancien candidat aux élections présidentielles, qui est d'ailleurs aujourd'hui torturé également, Andro Komi-Falsa, Roland Gambou, qui a été arrêté en bonne santé, un pasteur, et après d'être détenu au niveau de la DGST, aujourd'hui Centrale d'intelligence, ce dernier était sauvagement torturé et après sa sortie, ce dernier avait trouvé la mort. Et nous avons également le cas Kalakala durant cette époque. Au Congo-Brazzaville, des nouvelles de l'opposant Augustin Kalakala. Il a été retrouvé la semaine dernière, un jeudi dernier, devant la morgue de Brazzaville, dans un état critique selon ses proches. Il était porté disparu depuis le 29 septembre dernier. Il avait été enlevé par des hommes armés et encagoulés. Il ignore qui étaient précisément ces geôliers, mais il dit avoir été torturé durant sa détention, et ses ravisseurs auraient notamment cherché à savoir où se trouve André Okombi Salissa, dont il est le bras droit. Nous avons le cas Juvenal Mayimbidi, où vous allez voir que ce dernier était repassé par voilà le fer à repasser, le fer avec lequel nous repassons les habits, les fesses, les dos, et pratiquement le même sort que notre frère compatriote Lassie Bouti venait de subir. Et donc, il y a toute une panne. Évidemment, on pourra revenir sur certains exemples. Vous avez cité la Simbouiti, qui fait d'ailleurs l'objet d'une campagne de diabolisation. On y reviendra tout à l'heure, mais parmi les exemples que vous venez de citer, tous les Congolais ont vu ces images. Bon, malheureusement, elles sont censurées sur les réseaux sociaux, évidemment, parce que c'est tellement cruel, où des policiers étaient en train de torturer des jeunes avec des marteaux qui frappaient sur les jambes de ces jeunes. Cette femme inconsolable est la mère de Mbé, une des victimes des coups de massue ayant brisé les jambes de 3 jeunes hommes par un groupe de policiers sous le viaduc de Talangaï. Admis au centre hospitalier et universitaire de Brazzaville dans un état inquiétant et abandonné à la charge de sa famille, son oncle qui se félicite de la mise aux arrêts des policiers incriminés dans cette torture craint sérieusement pour la vie de son neveu. 10 jours après les faits au quartier Ngamakoso de Brazzaville, la famille de B. Mfilguin est encore plongée dans la consternation. Le jeune homme est toujours dans un état grave au CHU de la capitale congolaise. Il est l'unique survivant des actes de torture commis par des policiers et filmé dans une vidéo. Il avait été arrêté le 2 janvier à 2 h du matin. Sa mère, maintenant, évoque une vengeance. Ce commissaire de police m'avait courtisé, mais je n'avais pas accepté ses avances. Il m'avait dit que le jour où j'aurais un problème avec lui, je vais énormément le regretter. Finalement, ce qu'il m'avait promis, c'est ce que je vis aujourd'hui. Et ça se passe au Congo-Brazzaville. Nous avons aussi Jean Gwabi. Jean Gwabi qui aujourd'hui a perdu la vue pour avoir été torturé. Est-ce qu'il faut revenir sur Bruno Osebi, ce journaliste qui avait été achevé sur le lit de l'hôpital à quelques jours de son évacuation sanitaire, victime des brûlures d'un incendie criminel?
De nombreux amis et une famille en pleurs ont assisté vendredi aux obsèques du journaliste franco-congolais Bruno Osebi, décédé 12 jours après l'incendie qui a ravagé son domicile de Brazzaville. Un incendie d'origine indéterminée qui avait tué sa femme et ses 2 enfants. La plupart de ses amis évoquent pourtant un incendie criminel. Bruno Osebi était un opposant notoire. Il travaillait pour le journal en ligne winda.org qui venait encore de dénoncer des malversations pétrolières attribuées au régime congolais. Malgré ces brûlures qui exigeaient des soins intensifs, le tribunal de Brazzaville s'était opposé pour les besoins de l'enquête au transfert de Bruno Osebi dans un hôpital français. Selon l'ONG Transparency International, Bruno Osebi souhaitait se joindre à une plainte contre le président Sassou Nguesso portant sur les conditions d'acquisition de son patrimoine immobilier à l'étranger. Il y a beaucoup de cas comme ça qu'on peut citer, mais parlons donc de l'organisation. Comment vous êtes en train de vous organiser pour la journée? Puisque le 26 juin, c'est la journée internationale dédiée au soutien aux victimes de la torture. Et donc, nous sommes partis d'une campagne qui a débuté depuis le 11 juin. Et on se dit le 26 juin au niveau de la société civile congolaise sur place à Brazzaville. Il y a toute une organisation autour de cette journée. Et donc, il y aura une activité dont nous allons vous communiquer d'ici peu. Donc, la façon dont, au niveau du Congo-Brazzaville, les autres vont s'organiser, puisque nous sommes aujourd'hui à l'extérieur du pays. Et ensuite, le 26 juin, à part l'activité de la société civile, mais qui sera couronnée par une campagne digitale. Donc, la campagne digitale, tout simplement, a pour objectif de sortir notamment les parents des victimes, parce que quand on parle des parents des victimes, c'est pour ceux qui ne sont plus en vie, et ainsi que les victimes de la torture, et donc tous ceux qui ont été témoins également de ces actes d'atrocité, de sortir de leur tanière, de pouvoir dénoncer, et pas seulement dénoncer, mais aussi nommer les tortionnaires, parce qu'il faut ici signifier à tous les compatriotes parce que nombreux ne savent pas que la torture est un crime contre l'humanité. Et donc, tous ceux qui sont auteurs des actes de torture sont poursuivis. Mais là, finalement, à ce niveau-là, Christ Dongui, il faut le dire, c'est tous les Congolais qui vont sortir alors, puisque je vous ai dit, d'entrée de jeu, c'est tous les Congolais qui sont victimes des tortures au Congo-Brazzaville, soit ce sont les parents qui sont torturés, soit ils ont perdu des parents, des êtres chers lors des violences générées par le régime, bien sûr, criminel de Brazzaville. C'est tous les Congolais qui viendront. Une foule rassemblée devant la morgue de Brazzaville, dans l'attente du corps d'un fils, d'un neveu ou d'un frère. Plus d'une semaine déjà que 13 jeunes garçons interpellés par la police ont été retrouvés morts dans un commissariat de la capitale. Les familles réclament la vérité. Nous sommes meurtris par le décès de notre petit frère parce qu'on ne peut pas comprendre quelqu'un qui est arrêté dimanche à 14 h, la nuit de dimanche à lundi, quelqu'un meurt. Mon fils de 19 ans qui vient de présenter le BPC a été pris dans une boutique. La polémique ne cesse d'enfler dans le pays. Les autorités ont plusieurs fois changé de version des faits. Le porte-parole du gouvernement a nié dans un premier temps la réalité de la mort de ces jeunes garçons. Puis le procureur de la République a évoqué un règlement de compte entre 2 groupes de jeunes bandits surnommés les bébés noirs. Ce n'est qu'après une semaine de dénégation que le ministre de l'Intérieur a enfin reconnu la mort de ces jeunes garçons dans l'enceinte d'un commissariat. Une vingtaine de jeunes avaient été interpellés, dont 16 ont été placés en garde à vue au commissariat de Chakona dans la nuit du 22 au 23 juillet. 13 d'entre eux y ont trouvé la mort. Évidemment, c'est ça l'objectif, puisque nous ne pouvons pas continuer à vivre dans un climat de terreur, parce que la terreur est une gouvernance actuellement au Congo. C'est la terreur qui gouverne au Congo. Et donc, aujourd'hui, c'est de pousser le citoyen à se lever, à dire non, stop. Tant que le citoyen
va garder, notamment, sera bouche cousue, va assister, mais ça sera pire encore parce que nous allons de mal en pire. Donc, l'objectif, c'est de pousser les citoyens, parce que quand on parle de la torture, y compris aussi nos parents retraités, qui ne perçoivent pas leur dû. Nous avons et ils en meurent d'ailleurs, hein. Ils en meurent, ça, la vérité, c'est qu'ils en meurent. Et pendant que vous parlez des retraités d'ailleurs, je vais vous proposer un extrait d'un ancien directeur de l'hôpital, ancien directeur d'un hôpital retraité qui témoignait ce qui suivait. Jacques Hello, pourtant ancien directeur de l'hôpital de Wando, s'est retrouvé à un moment de sa vie de retraité dans l'incapacité de bénéficier des soins médicaux alors que malade. Ce dernier, qui pense que la sécurité sociale est un droit pour le retraité et un devoir pour l'État, accuse les pouvoirs publics d'une maltraitance financière vis-à-vis des personnes âgées. En 2018, nous avons été reçus au bâtiment de la CNSS. Je les ai étonnés en leur présentant un bulletin d'examen qui m'a été donné en février et je n'ai pu faire l'examen en avril, tout simplement parce que les pensions en 2018 connaissaient ces écarts. 2022, on a adressé des lettres à la CREF, au ministère, on n'a pas eu de suite. J'ai même entendu, tu n'es pas le seul à être malade. Tous les Congolais sont torturés, ceux qui n'ont pas d'ailleurs même leur salaire. Bon, là, j'exagère parce que, bon, enfin, je saisis l'occasion pour rappeler ici que le Congo est devenu un enfer à ciel ouvert parce que on apprend d'ailleurs qu'à Pointe-Noire, tous les hôpitaux sont fermés, les malades ont été renvoyés chez eux. Et nous suivions encore un reportage, je ne sais pas, c'était hier ou avant-hier, où le ministre est descendu à Pointe-Noire pour tenter d'étouffer ces grèves. Le problème n'est pas là. Il ne s'agit pas d'étouffer les grèves, il s'agit de régler les problèmes parce que on ne peut pas demander à ces agents, à ces médecins, dont la mission est de sauver les Congolais, de demeurer dans la précarité. Je me pose la question, pour un médecin qui n'a plus son salaire depuis, je ne sais pas, 10 mois ou 20 mois, quel sera son rendu sur le terrain? Bon, voilà, on nous a sortis parce que l'hôpital Assisé, disons, tous les hôpitaux sont en grève. On nous a sortis avec le grand frère. On est obligé de repartir à la maison. L'hôpital Assisé est en grève. Tous les malades sont sortis. Tous les malades sont sortis. Voilà, c'est vide. 3 hôpitaux généraux de la capitale économique congolaise sont actuellement affectés par une grève du personnel soignant. En toile de fond, des salaires impayés depuis 3 mois. Une situation qui met à l'épreuve le fonctionnement du service public de santé. On est en assemblée générale et cette assemblée générale a produit une déclaration des travailleurs de ces 3 structures, l'hôpital général de Luandili, l'hôpital général de Ngoyo et l'hôpital général Aldo Cissé. Sur cette déclaration, les travailleurs de ces structures ont donné un délai au gouvernement de 7 jours pour qu'on paye le mois d'avril et mai. Madame la directrice a sollicité à ce que nous puissions avoir le service minimum. Donc c'est ce qu'on a dit. On est dans l'incapacité de prendre des décisions pour permettre de mettre le service minimum à l'hôpital général de Luandili. La grève déclenchée par une partie du personnel médical et paramédical a des conséquences immédiates. Ralentissement des services, perturbation des soins et dans certains cas, évacuation des patients à l'hôpital Adolphe Assissé. Des témoignages font état des malades renvoyés chez eux, faute de personnel disponible. Bien que les urgences aient tenté de rester opérationnelles, la pression est forte et les équipes sur place peinent à maintenir un service minimum. Tout ça, c'est des violences qu'on fait vivre aux Congolais. Mais bref, c'était juste une parenthèse. Et pour dire que le Congo, plus rien ne va. Les Congolais sont, mais vraiment, dans une situation très critique, difficile. On y reviendra un autre jour, ça c'est un autre sujet. Et donc, vous disiez, dans le cadre de l'organisation de votre journée internationale voilà, de solidarité aux victimes
de la torture. Vous disiez que tous ceux qui ont subi des tortures devraient vous rejoindre dans votre manifestation. Et ça, c'est ce qui va se passer sur le terrain, c'est ça, une marche? Ben, ce qui se passera sur le terrain, ce serait un sitting avec un mémorandum que nous allons déposer près d'organisations, je dirais la Commission des droits humains, entre guillemets, qui travaille avec ce système, parce que on se pose la question si réellement cette commission fait réellement son travail, parce que c'est ça la question qu'on se pose en tant qu'acteur des droits humains. Bon, il faut d'abord oser, parce qu'il faut d'abord faire. Maintenant, Voilà, s'il ne faut pas le... voilà, évidemment. Et donc, également, nous avons la campagne digitale, comme on a su le dire, c'est pousser les parents à sortir, les victimes également, et tous ceux qui ont été témoins. Maintenant, de venir citer, nominer les bourreaux, parce que ce sont les bourreaux. Parce qu'il y a des familles aujourd'hui, je le dis, parce que avec les enquêtes que nous avons menées sur le terrain, des familles qui sont même menacées directement. Si vous osez dire un mot, voilà, vous allez subir. Bon, il y a le cas tel que de Joël Bungali qui n'est jamais revenu vers nous après être séquestré pendant 2 ans, 2 années, dans des conditions cruelles, mais n'est plus jamais revenu vers nous en tant que pour ne fût-ce que même venir dire merci à la société civile, tout parce que le bourreau s'était permis de le faire taire à tout jamais. Et donc, nous avons des panoplies des cas de ce genre. D'où nous interpellons l'ensemble de la population congolaise à se lever, à les dénoncer et leur dire ceci que la société civile, les ONG des droits humains sont prêts à leur donner à vous accompagner ou à vous soutenir. Un accompagnement juridique de tout genre, parce que ici, ce qu'il faut noter, que ces gens-là sont poursuivables même hors du territoire congolais, parce que nombreux aussi se retrouvent aujourd'hui à l'extérieur du pays. Ils ont des familles à l'extérieur du pays, donc de temps en temps, ils sortent. Donc, ce sont des responsables de bon nombre de crimes. Il faut les citer. Nous avons le cas Romeo Kombi, nous avons l'adjudant Oyami qui a torturé énormément des gens au niveau de la DGT. Vous avez le cas Madame Hortense qui est aujourd'hui commandant. Et on a d'autres encore. Chris Belvidongui, on va revenir sur des cas aussi récents de torture au Congo-Brazzaville. C'est le cas Lassi Witi, ce jeune opposant. On ne cessera de le rappeler, qui avait été donc enlevé chez lui, battu devant sa famille, les yeux bandés, frappé, séquestré pendant 10 jours, torturé. Alors pendant toute cette période, j'allais dire, et après on l'a jeté, hein, tout le monde a vu, on est allé le jeter dans un collecteur, donc le Madoukou Tchekele, que tout le monde connaît, et les images ont été publiées, ça existe encore sur la toile, et tout le monde a vu. Bon, jusque-là, en fait, et c'est ce que je vais peut-être rappeler à nos téléspectateurs, il y a des choses qui n'avaient pas été dites pour des raisons de sécurité. Et je rappelle ici que lorsqu'on est allé le jeter dans Madoukou Tchekele, il lui avait été dit de quitter le pays sous week-end, au risque d'être achevé. Voilà la menace qui pesait encore sur lui. Et je vais aussi vous rappeler que le jour où on le libère, 2 jours seulement, on est allé encore le chercher chez lui où il était, pour l'achever. Heureusement qu'il avait l'information qu'il avait quitté les lieux. Depuis là, il est entré, voilà, il vit en reclus. Et les gens ont commencé à chercher des informations, parce que j'ai reçu, je le dis pourquoi, parce que j'ai reçu des coups de fil, des gens qui me disent, mais oui, cette affaire-là, oui, bon, vous commencez encore à en reparler, parce que, soi-disant qu'il y a une campagne de diabolisation. Je dis oui, il y a une campagne de diabolisation. Nous avons suivi ça sur certains médias qu'on ne veut pas citer ici, parce qu'on ne veut pas créer la polémique, mais il y a une campagne de diabolisation contre Lassi Witi. Et le jeune me dit, mais oui, mais si on n'a pas assez d'informations, comment voulez-vous que les gens puissent être convaincus de cette affaire? Je lui ai dit,
Celui qui n'a pas d'information n'a pas le droit de parler. C'est le principe. Et c'est comme ça que ça fonctionne. Qui ne connaît pas ne dit rien. Et ce n'est pas parce qu'on ne connaît pas qu'on n'a pas des informations qu'on se permet donc, voilà, de raconter ce qu'on veut. Ça aussi, je crois que les Congolais, il faudrait qu'on se comprenne. Il faut qu'on soit sérieux. Vous avez cherché les informations sur le monsieur. On vous a expliqué pourquoi il vit en reclus, parce qu'il est menacé. Et comme vous n'avez pas des informations sur la personne, vous n'avez pas pu identifier là où il est, alors cela vous donne le droit de raconter ce que vous voulez, de croire que ce sont des mises en scène. C'est ce que nous avons entendu dire, des mises en scène. Et j'ai dit aux jeunes, bon, moi je suis journaliste dans tous les cas, mais j'en parle parce que c'est une famille qui s'est confiée aussi à nous. Et nous suivons cette situation de près. Je n'ai pas besoin de vous rappeler ici que les choses, c'est vrai, dans le même temps, il y a des organisations qui se battent pour qu'ils sortent, mais la Simbouti va très mal. Très mal. Et donc, voilà, il y a des choses et des images qu'on n'avait pas voulu diffuser bien avant parce qu'on n'avait pas l'autorisation. Et parce que nous craignons également, bon, vous savez que sur les plateformes que nous utilisons, généralement, il y a ce qu'on appelle les standards qu'il faut respecter, et ces standards, généralement, n'acceptent pas certaines images. Voilà pourquoi on s'était dit, ben écoutez, pour ne pas prendre aussi le risque d'être censuré, ben on a gardé ça, et c'était gardé pour la justice en réalité. Mais on va vous proposer quelques éléments, puisque j'ai reçu l'autorisation de le faire. Bon, après, je me pose aussi la question. Je ne sais pas ce que ça va représenter en termes de risques encourus avec les plateformes que nous utilisons. Donc, si dans 2 matins, vous voyez que notre média a été censuré, ne soyez pas surpris. Mais on va vous proposer quelques éléments, voilà, seulement, qui sont évidemment diffusables, parce que d'autres sont tellement choquants que ça n'arrangerait pas les choses. Et là, on risque évidemment de prendre trop de risques. Mais on va en prendre quelques risques quand même, de vous proposer ces éléments de torture, hein, comment le dos a été déchiqueté. Bon, les dents arrachées, parce que le jeune m'a même dit, celui avec qui j'ai changé, oui, vous pensez que quelqu'un à qui on a arraché la dent pouvait encore se tenir comme ça en train de parler? Je dis, mais tu n'as pas vu les images? Lorsqu'il vous parlait, la première interview qu'il accordait, il était dopé. On venait de lui injecter des antidouleurs et autres. Mais allez-y le voir maintenant là. Vous n'en reviendrez pas du tout. Bon, bref. Et puis les images sur les dents arrachées, on court un risque d'être censuré. On ne va pas prendre quand même tout ça. Mais de toute façon, il y a un procès, il y a une plainte qui sera déposée au niveau international. Et ces éléments-là seront évidemment mis dans le dossier de la plainte. Pour ceux qui voudront suivre cette affaire, ils pourront continuer. Bon, pour ceux qui pensent également que c'est une mise en scène, alors voilà quelques images. Et vous nous direz à la fin si quelqu'un peut accepter une mise en scène au point de s'exposer à ce que vous allez voir. Suivez, âme sensible, s'abstenir s'il vous plaît. Bien voilà, Chris Dongui. On va donc continuer notre émission. C'était juste pour répondre à certaines, voilà, incrédulité, il faut l'appeler ça comme ça, parce que c'est une situation que tout le monde a vue dès le début jusqu'à aujourd'hui, et croire qu'il y a des gens qui continuent à spéculer autour pour penser que c'était une mise en scène, bon, après il faut dire que chacun est libre de ses opinions. Et ça, nous le leur concédons. Revenons donc sur la célébration de la journée du 26 juin 2025. Vous avez dit qu'il y a une campagne, c'est comme ça que vous avez baptisé ça, numérique, c'est ça, digital?
c'est ça? Oui, une Et au campagne niveau digitale. vous disiez, pendant qu'on préparait cette émission, vous m'avez parlé de ce que vous appeliez les Congolais à afficher sur leur profil, je sais pas moi, des images, c'est ça, pour dire qu'ils sont Oui, contre la torture? oui, oui, des images, il y a un hashtag que nous demandons de faire stop aux 50 années de torture et crimes en République du Congo. Et nous demandons aux parents, ceux qui ont des images des victimes, bien qu'on sait que les standards, il y a des images cruelles, mais pour ceux qui sont encore en vie, parce que nous avons vu le jeune qui a été torturé sous le pont de viaduc faire une vidéo. Quand des policiers congolais se livrent à des actes de torture sur de présumés délinquants, tout en se filmant. Sur ces images que nous avons choisi de flouter et de ne pas vous montrer dans leur entièreté, on aperçoit un policier et d'autres personnes fracturer la jambe d'un homme à Brazzaville. La séquence diffusée sur les réseaux sociaux suscite la stupéfaction et l'indignation en République du Congo. Plus de détails avec notre correspondant Birdie Pambou. Très vite, la vidéo est devenue virale. On y voit des policiers munis de marteaux qui torturent des délinquants présumés. Le journal Le Troubadour, connu pour être proche de la police congolaise, a annoncé que ces policiers ont désormais été interpellés. Ils devraient rapidement être présentés au procureur de la République. La police congolaise avait déjà fait la une des journaux il y a 2 mois. C'était début novembre, lorsque 6 personnes avaient été retrouvées mortes dans les geôles du commissariat central de Brazzaville. Leur mort serait due à la surpopulation carcérale selon le gouvernement. Mais d'après les autopsies réalisées à la demande d'une ONG, certains d'entre eux avaient été torturés. Il y a aussi d'autres qui essaient aujourd'hui de sortir parce que récemment, j'ai vu un monsieur en train de trimballer un pied pour dire à Sassou qu'il doit répondre parce que c'est à cause de lui qu'il est devenu ainsi. Mais ici, Christian Perrin, j'aimerais, parce que vous avez parlé d'un cas aujourd'hui en tant qu'acteur des droits humains, je suis indigné. Je dis bien indigné de cette campagne de désinformation sur l'affaire Lassie. Parce que depuis un certain temps, je me suis dit, je ne vais pas répondre aux esprits étriqués. Parce qu'aujourd'hui, ce sont des gens qui se lèvent un bon matin, parce que nous avons énormément, dans ce genre de contexte, il y a des gens que le système non seulement utilise, c'est une campagne de diabolisation venant de la part du système. Vous, en tant que journaliste, parce qu'il faut rappeler ça, quand on est journaliste, un journaliste est d'office un acteur des droits humains. Nombreux ne le savent pas. Donc, ici, il s'agit d'un problème cruel, grave, que Lassie Witi a subi. Ceux qui n'ont pas les informations, moi je ne sais de dire, celui qui n'a pas la maîtrise, la quintessence d'une information, il n'a qu'à se taire. Et même en tant qu'acteur, quand nous n'avons pas assez d'informations dans le cadre du plaidoyer, on nous demande de faire la recherche des informations avant de prendre la parole ou bien avant de prétendre informer le monde sur un cas. Mais c'est cruel. Un monsieur qui a subi des sévices, vous allez voir la même méthode qu'Alakala l'a subi, la même méthode. Bruno Osebi, on l'a rappelé ici, qui est mort même sur le lit de l'hôpital. Il y a l'avocat, maître Ambroise Malonga, c'est ça. Malonga, également, c'était la même chose. Nous avons vu également, malheureusement, celui-là n'était pas en vie. C'était en 2000, je pense avant 2009, si je ne me trompe pas, si j'ai une bonne mémoire, un ancien député, Siapa, où le corps a été jeté dans les rues de Brazzaville. On a beaucoup de cas comme ça. La nouvelle avait alimenté les réseaux sociaux au Congo-Brazzaville le 5 novembre dernier. 6 personnes avaient perdu la vie dans les geôles du commandement territorial des forces de police de Brazzaville, ex-commissariat central. Que s'est-il réellement passé? Pour les familles des victimes qui réclament justice jusque-là, la mort de leurs proches est intervenue dans de circonstances suspectes. La société civile avait alors alerté sur ce drame et dénoncé des actes de torture pendant que le gouvernement, par la voix de son porte-parole, évoquait des décès accidentels. Ils nous ont dit que ça arrive.
que mon frère est décédé, que je dois avoir du courage. L'État n'a qu'à faire son travail pour que justice soit rendue. Parce que pour nous, c'est vraiment une injustice au niveau de la police. Si elle avait fait son travail légalement en faisant la part des choses, notre fils ne se serait pas retrouvé au cachot. L'État doit rendre justice, parce que ça me fait terriblement mal de l'avoir perdu. Nous nous retrouvons devant une surpopulation carcérale au point où des sujets de droit, pourtant déjà placés sous mandat de dépôt, donc qui auraient dû être probablement transférés à la maison d'arrêt, n'ont pas pu l'être, compte tenu de deux phénomènes, la surpopulation dont nous venons de parler, et puis la Covid. Un mois plus tard, la question reste toujours d'actualité. Bien décidé à obtenir la vérité, le Centre d'action pour le développement, avec 4 des 6 familles des victimes, ont dans un rapport publié le 8 décembre fait recours à un médecin légiste pour une autopsie qui confirme les faits. Les 4 corps déjà identifiés ont été autopsiés. Les conclusions de l'autopsie sont claires. Ces personnes ont trouvé la mort parce qu'elles ont été violentées, battues. Et l'accumulation de la violence administrée, des conditions infernales de détention sont à l'origine de ces décès. La responsabilité de l'État congolais est directement engagée. Surtout quand ça vient des personnes qui se disent être des personnes publiques. C'est-à-dire, connaissant ce système, connaissant que ce système est arrivé par le crime, et ce système vit du crime. Mais attendez, soyons sérieux. Donc, je le dis honnêtement, certains reprendront de leur acte, parce que bon nombre de nos aînés ont dit ceci: celui qui ne lutte pas contre le mal coopère avec ce mal. Donc celui qui vient faire la désinformation sur l'affaire Lassi, c'est qu'il coopère avec le système. Voilà. Évidemment, comme vous l'avez dit tout à l'heure, faire une campagne de diabolisation contre Lassi Ngouiti est une complicité de crime. La vérité, c'est ça. Parce que celui à qui j'ai parlé, avec qui on a échangé, comme je l'ai dit tout à l'heure, un jeune qui voulait hausser le temps, je lui ai simplement dit, parce qu'après il m'a dit, mais oui, mais pourquoi vous ne l'amenez pas à l'hôpital? Je dis, quel hôpital? Au Congo-Brazzaville? Il faut quand on parle de Congo-Brazzaville, vous savez comment Bruno Sebi est mort? Sur le lit de l'hôpital, au moment où il est en train d'être évacué en France. On l'a chevé sur le lit de l'hôpital, ça s'est passé à Brazzaville. Vous avez vu Kalakala et les exemples que vous avez cités ici. Et vous pensez qu'on va prendre Lassi, on va l'amener où? Au CHU, à Makelekele, à Talangai, après il va survivre? Vous croyez? On a cessé de le répéter ici. Qui n'a pas d'information se tait. C'est comme ça que ça fonctionne. Vous n'avez pas d'information, ça ne sert à rien de spéculer. Taisez-vous. Simplement, attendez qu'on vous apporte certaines informations et contentez-vous de ce qu'on vous apporte. C'est simplement ça, parce que quel est l'intérêt de spéculer autour de ce cas, par exemple? Quel intérêt? Si ce n'est servir, évidemment, ce régime criminel. Bref, on ne va pas trop s'éterniser là-dessus. Chris Belvidongui, nous sommes presque à la fin de cette émission. Probablement qu'il y a d'autres préoccupations pour lesquelles je ne vous ai pas posé des questions. C'est le moment et après, ça sera la fin de l'émission. Merci. Donc, vu que le 28, le 26, nous avons la campagne numérique qui se fera à travers le monde et au Congo, également avec la société civile congolaise, le 26. Mais à travers le monde, nous avons la journée du 28 qui va marquer un sitting au niveau international, parce que nous avons bon nombre des forces vives de cette nation qui sont dissipées à travers le monde, et donc ceux-là vont s'organiser dans les pays dans lesquels ils se trouvent pour marquer leur empreinte par rapport à cette journée. Mais je pense que cette campagne ne va pas seulement s'arrêter au niveau
du 28. Mais cette campagne, l'objectif, c'est de traquer tous ceux qui ont été, je dirais, complices, les tortionnaires des Congolais. Voilà, c'est ça l'objectif. Et aussi, ce système qui vit des tortures, de la répression, et faire en sorte que ce système n'ait plus la même mise sur les Congolais. C'est ça l'objectif. Notre objectif, c'est de le ramener dans les hautes juridictions, peu importe l'endroit où nous allons retrouver les tortionnaires, que ce soit au Sénégal, au Mali, je dirais aux États-Unis, en France, partout, parce qu'on sait que ces tortionnaires, nombreux sont des généraux, certains ce sont des colonels, d'autres des ministres, d'autres des présidents de la République. Donc nous allons les traquer. Ici, l'objectif, c'est de traquer les tortionnaires. Donc les responsables, ceux qui envoient ces personnes appelées à torturer les Congolais, ainsi que ceux qui exécutent, donc les tortionnaires. Voilà un peu ce qu'il en est de Mais notre... est-ce que vous travaillez seul ou bien vous avez aussi des partenaires étrangers qui travaillent avec vous, des organisations? Évidemment, toutes les organisations. Vous savez que ras-le-bol les membres de la grande plateforme des organisations qui existent dans le domaine des droits humains. Nous avons l'OCDH qui est au niveau national, APDDH, nous avons la Ligue des droits humains, parce qu'il y a des avocats qui vont rentrer la Ligue des droits humains. Nous avons Agir ensemble pour les droits humains. Nous avons World Liberty Congress, une organisation également qui nous accompagne aussi à ce niveau. Nous avons Tournons la page, on a la CAC Congo également, et tous les restes des organisations qui existent, Amitié internationale, Women Watch et tous les autres. Voilà. Merci Chris Belvy Dongui d'avoir été avec nous sur R7. Je rappelle que vous êtes militant des droits humains, membre du mouvement Ras-le-bol. Ça a été vraiment un plaisir pour nous. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de cette émission. Merci de nous avoir encore fait confiance, de nous avoir suivis. Les petits gestes pour nous aider, c'est votre contribution, bien entendu, à cette activité médiatique. C'est de cliquer sur le petit pouce en l'air juste en bas de la vidéo. Il y a un petit pouce, regardez très bien. Et c'est très important, je vous le rappelle, pour nous. Après avoir bien sûr partagé cette émission, et dites-nous aussi en commentaire ce que vous en pensez. Sur ce, on se dit au revoir et à très bientôt, probablement avec la même ambiance, pourquoi pas, et dans le même décor. Merci.